On a travaillé avec un laboratoire qui a déposé la première technologie de paillettes biodégradables. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte de l'importance de l'innovation. Et en fait, tu peux pas juste vendre un produit et c'est top, le produit il marchera pour toujours. Nos parents étaient en mode bon, elles sont sympas avec leurs paillettes. Mon père il regardait mes BP, il me disait ouais, mais bon là, pour te payer, il faudrait que tu arrives au moins à faire 30 ou 40 000 euros par mois. Comment vous identifiez les nouveaux produits à créer? Vous faites appel à la communauté? C'est vous qui avez une idée très définie de ce que vous voulez? On a eu une méga rupture de stock. On avait lancé des ads, j'étais avec une agence et je leur avais dit continuez tant qu'il faut, mais je regardais pas trop. Et en fait, on est passé de début d'année à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois sur le site. Et en fait, en mai-juin, on a fait plus de 100 000 euros sur le site et on n'avait pas du tout les stocks. Et je me souviens que j'étais partie faire des vacances à vélo. Et je me souviens qu'il m'a appelé parce qu'en fait, on n'avait plus de rupture. Il me disait on peut continuer les ads, on arrête les ads. Et moi, j'étais en mode oula, mince, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans quoi je me suis mise? Bonjour, moi c'est Nicolas, je suis COO externalisé. J'installe les systèmes, les outils et l'IA pour que le dirigeant ne soit plus le goulot d'étranglement de son entreprise. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais interviewer Lorraine Pernet qui est la cofondatrice de Sissi la Paillette. Sissi la Paillette, c'est une marque de cosmétiques éco-responsable spécialisée dans les paillettes et le maquillage plein de couleurs. En 2024, Sissi la Paillette a réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros avec seulement une dizaine de personnes. Dans cet épisode, on va découvrir l'organisation interne, les phases de croissance qu'elles ont rencontrées et les problèmes que ça a généré, et la stratégie de diversification mise en place pour faire face aux paliers de croissance rencontrés. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Lorraine, bienvenue dans Sous le Capot. Salut. Je suis super contente de te recevoir parce que, figure-toi, ça je ne te l'ai pas encore dit, mais je vous ai déjà découvert il y a quelques années. Avant de chercher des personnes à interviewer pour mon podcast, parce qu'avec mon épouse, on a lancé une marque de maillot de bain qui s'appelle Les Sirènes. Et en fait, on avait lancé un concours avec vous. Ok. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était genre avant le Covid, je crois même. Après le Covid. Okay. Donc, bref, et du coup, j'avais découvert vos super produits et tout. Donc, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Et puis d'échanger ensemble sur votre organisation, comment vous êtes organisé, structuré et tout, et de découvrir aussi vos différentes phases de croissance que vous avez vécues. Aujourd'hui, du coup, vous êtes combien dans la boîte? Vous êtes structuré, organisé comment? Ouais. C'est quoi un peu Ok, trop bien. Bon, je suis désolée, je me souviens pas du jeu concours avec les sirènes. Je vais regarder après. Mais trop chouette du coup. Du coup, dans la boîte, là, on est une dizaine. Ouais. Comment on est structuré? Du coup, on est 2 dirigeantes avec mon associée Chloé. Moi, je m'occupe plutôt de la partie B2B, stratégie, finance, et elle plutôt de la partie communication et marketing. Ok. Après, je sais pas si tu veux que j'aille dans le détail. Ouais, si, carrément. Okay. Ouais. Après, sur la structure, on a une responsable logistique, on a un petit atelier en interne aussi avec... on fait un peu de manutention, des petites commandes un petit peu personnalisées pour des grands comptes ou pour du branding un peu personnalisé pour des entreprises, cadeaux d'entreprise, ce genre de choses. Après, on a une personne en marketing qui va faire du content, les ads, etc. Aussi une freelance qui va l'accompagner dessus. On va avoir aussi une graphiste qui a beaucoup de travail chez nous parce qu'on est assez créatifs, on fait beaucoup de sorties produits, beaucoup de communication. Ouais, ok. Et on a aussi une chef de marque qui s'occupe de la partie développement produit aussi. Okay. Donc voilà, quelque chose qui est très important chez nous parce que du coup, on développe beaucoup de produits. On en faisait un petit peu moins avant, mais maintenant, on a des plannings de 3 à 4 produits par an en plusieurs teintes, donc ça fait quand même vraiment énormément de travail. On essaie vraiment de booster l'innovation pour vraiment se positionner en marque de maquillage. Parce qu'au début, on a commencé en vendant seulement des paillettes, donc dites biodégradables avec une composition plus écologique que les paillettes classiques qui sont fabriquées à base de plastique. Et ça, c'est vous qui l'aviez développé, des paillettes justement éco-responsables? Ou ça n'existait pas trop? Alors, en fait, en gros, nous, on n'a pas développé la technologie, on n'a pas inventé parce qu'on n'est pas chimiste, mais on a travaillé avec un laboratoire qui a déposé la première technologie de paillettes biodégradables. Technologie qui a été déposée, en fait, la première en 2010, une deuxième en 2016 et quelques autres après. Et en fait, quand nous, on a eu l'idée de proposer... En fait, nous, on adorait faire la fête avec ma sœur Chloé. On travaillait dans l'événementiel. Moi, j'étais étudiante, j'allais à beaucoup de soirées. Il y avait beaucoup de paillettes qui étaient pas du tout éco-responsables parce que c'était du plastique et de l'aluminium. Donc, du coup, nous, on a voulu essayer de trouver une solution. Et en fait, sur le marché en France, il n'y avait rien à date. Donc, c'était 2017-2018, il n'y avait rien. L'idée a un peu mûri. J'ai fini mes études. Et en 2019, en fait, on s'est mis à vraiment chercher une alternative. Et là, on a découvert qu'il y avait un labo qui venait un peu tout juste de poser des brevets. Parce que, tu vois, genre, si on sort la technologie en 2019, mais que ça a été déposé en 2010, c'est assez récent. Et toutes les grandes enseignes
enfin les L'Oréal, etc., ils vont pas du tout aller se positionner là-dessus parce que c'est beaucoup trop récent et qu'ils ont besoin de petites marques un peu comme nous qui vont tester le marché. Donc en gros, on s'est rapproché d'eux et on a commencé à travailler leur technologie, mais c'est pas nous qui l'avons développée directement. D'accord, ok. Et du coup, la chef de marque, elle développe elle cherche des nouveaux, avec les laboratoires, elle développe des nouveaux produits. Ouais, c'est ça. Après, la paillette, en fait, c'est une matière première, comme des personnes qui font du savon, ils vont utiliser, je sais pas, de l'huile, je veux dire de l'huile d'olive, mais je sais même pas ce qu'il y a dans les... En vrai, je sais pas trop ce qu'il y a dans les savons, mais ils vont utiliser des huiles, de l'aloe vera, etc. Bah, nous, c'est pareil. On va utiliser des paillettes, différents types de paillettes, sans plastique, et après, on va les associer avec des huiles, du karité, des choses, en fait, pour en fait des produits qui vont être de l'eyeliner, là, qu'on développe, des ombres à paupières, du gloss, voilà, ce genre de choses. Et c'est sur ça que travaille la chef de marque. D'accord, ok. Super intéressant. Du coup, toutes ces personnes-là, je sais pas, vous avez déjà, je sais pas, un espèce de management intermédiaire où toutes ces personnes, elles reportent à vous? Comment ça se passe? Bah écoute, il y a eu plusieurs étapes dans l'entreprise. J'en parle un petit peu maintenant. À un moment, on était un peu plus nombreuses. Et là, on va dire que j'avais vraiment une responsable par pôle, une responsable commerciale, une responsable logistique. Bon, il y en a qui sont toujours là et d'autres qui sont plus là. Et ensuite, j'allais moi travailler en direct avec les responsables qui allaient, elles, avoir à leur charge 1, 2 à 3 personnes, personnes qui pouvaient être en CDI ou parfois stagiaires ou alternants. Là, bon, voilà, comme... on y reviendra plus tard. Okay, voilà. mais du coup, là, il y a tout le monde qui vous reporte sur chacun. Sur ma sœur ou moi, du coup, on va ça, dire sur une dizaine, on est chacune 4-4. Quoi. Donc, voilà. Okay. Donc ça va niveau management. Ok, et vous avez des rituels en place qui marchent bien pour vous? Je sais pas, des réunions que vous faites toutes les semaines, Ouais, écoute, on fait un point tous les lundis. Alors, on essaie toujours un peu de l'améliorer parce que du coup, chaque pôle reporte un peu de ce qui s'est passé de la semaine, quelles sont ses stratégies, etc. On a toujours un petit peu du mal à aller plus dans l'analytique et sortir du descriptif. Donc ça, c'est un peu un enjeu qu'on a envie de développer auprès de nos collègues et même parmi nous, d'être toujours un peu dans l'analytique, l'analyse et pas juste d'écrire « Ah ben voilà, la semaine dernière, on a fait... tant de chiffre d'affaires ». Et ça, c'est vrai qu'on a un peu tendance à le faire. Nos collègues aussi, du coup, là, on essayait un petit peu de dire « Ok, donc, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'année dernière, par rapport à la semaine d'avant, quelle était l'actu, est-ce qu'elle a fonctionné ou non ?» Enfin, on essaie un petit peu plus de rentrer dans l'analyse pour mieux comprendre pourquoi il y a des semaines, on a fait des super chiffres, des semaines, des très mauvais chiffres. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, en fait, pour aller améliorer le chiffre d'affaires au global, quoi. Ok, ouais. Et du coup, vous, c'est quoi un peu votre structure typiquement avec les objectifs, etc. Vous fixez un BP annuel sur lequel après vous vous basez ou comment? Ouais, complètement. Du coup, en janvier, en fait, on fait vraiment pas mal de grosses réunions stratégiques avec tous les pôles. Et on a un BP et on va fixer des objectifs annuels. Parfois, on les revisite à mi-année si on voit que c'est trop loin de la réalité ou s'il y a des nouvelles qui peuvent arriver comme... un retard de lancement produit, la sortie d'un nouveau produit, un nouveau grand compte qui rentre. Par exemple, l'année dernière, on a Nocibé qui est rentré en milieu d'année. Donc, sur les objectifs de chiffre d'affaires, on a un peu ajusté pour savoir... pour ajouter Nocibé un peu dedans et se mettre des objectifs sur Nocibé aussi, par exemple. Donc, voilà. Donc, on suit un BP quand même à l'année et au mois. Et en fait, tous les pôles doivent... voir où est-ce qu'ils en sont par rapport aux objectifs, notamment le pôle marketing et commercial qui sont les plus impactés quand même. Ouais, c'est ça là-dessus. Ok. Et comment ça se passe si, je sais pas, vous avez un mois typiquement où vous atteignez pas vos chiffres, du coup les mois d'après vous réajustez votre BP ou comment ça se passe du coup à ce niveau-là? Écoute, ça dépend un petit peu. Généralement, on attend quand même 1, 2, 3 mois avant de réajuster. Après, voilà, au global, là, les 2 dernières années, on n'était plutôt pas trop aux objectifs. Donc, on les a plutôt un petit peu baissés pour pouvoir s'y rapprocher et pas donner en fait, aux équipes des choses qui n'étaient pas atteignables, en se rendant compte que on a eu des difficultés sur le marché qui n'étaient pas liées uniquement à l'équipe, qui étaient liées aussi à une conjoncture économique pas évidente, au fait qu'on manquait d'innovation, de nouveaux produits. On a trop tard sous-estimé le besoin en fait, de créer de la nouveauté et d'étendre un petit peu la gamme, pas uniquement de vendre des paillettes. Donc on va dire que c'est un peu variable, mais oui, si au bout de 2-3 mois on voit qu'on est complètement à côté, on va les réduire un petit peu. Et voilà. Ok. Du coup, vous, en termes d'objectifs et tout, vous êtes que sur la finance ou vous fixez aussi d'autres objectifs aux équipes,
tu vois, typiquement, je sais pas, il me semble que vous avez une personne qui est graphiste, non? Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, est-ce que vous allez lui fixer des objectifs aussi ou les objectifs, c'est plutôt vraiment sur la partie commerciale, type B2B, en traitant le temps de chiffre d'affaires, sur leur partie marketing, dire bah, en fait, il faut qu'on atteigne ce chiffre d'affaires-là sur l'e-commerce, enfin comment... Bah, la plupart des personnes avec qui on travaille, du coup, elles ont des objectifs qualitatifs et quantitatifs, et généralement des petites primes qui font 50-50 du coup sur les deux. Ok. Donc il y a les objectifs chiffrés, du coup, comme je te disais, du coup, qui sont en début d'année, parfois un peu revus à la baisse s'ils sont vraiment trop éloignés de ce qu'on attend. Et il y a du qualitatif, ça va dépendre un petit peu des personnes, mais généralement ils sont posés trimestriellement avec des choses en rapport avec le poste. Donc je sais pas, tu vois, la responsable logistique, par exemple, on a un projet de changer de RP, il va y avoir commencer à changer de RP, tu vois, comme objectif. Sur la logistique aussi, par exemple, ça va être réduire les coûts de transport. Donc là, on est moins sur du chiffre d'affaires, on va être plutôt pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires soit bon ou mauvais, ça aura un impact un peu différent sur son poste. Et voilà, après les commerciales, bon, ça peut être mettre en place une nouvelle stratégie, améliorer l'efficacité du CRM. Bon, voilà, ça peut être aussi d'autres choses qui ne sont pas directement chiffrées, mais qui améliorent en fait la vie de l'entreprise et qui améliorent aussi la rentabilité. Parce que c'est vrai que dans les objectifs, on a tendance à mettre beaucoup le chiffre d'affaires, mais en fait, derrière, tu as aussi la rentabilité. Ouais, c'est ça. Nous, c'est vrai que tu vois, par exemple, en 2023, on a fait notre meilleur chiffre d'affaires, je pense, mais la rentabilité n'était pas terrible. Tu vois, on était tout juste à l'équilibre. Et l'année d'après, on a fait genre 100 000 euros de moins de chiffre d'affaires, mais 100 000 euros de plus de résultats. Parce qu'on a mieux géré le truc, tu vois. Donc, au final, bon, il faut regarder un peu les deux, quoi. Ouais, c'est ça, Et puis après, il y a aussi toujours ce côté où si tu recherches la croissance, tu vas moins chercher la rentabilité. Et du coup, si tu recherches la rentabilité, tu vas peut-être chercher moins de croissance aussi. Donc, oui, c'est ça. Ça dépend dans quelle dynamique aussi t'es. Oui, c'est ça. Et toi, du coup, sur le pilotage, vu que toi, tu gères toute la partie financière et tout ça, du coup, comment tu gères ça? Tu as des dashboards de pilotage où tu suis tout ça? Ou comment c'est ton comptable qui gère? T'as un DAF? Comment tu... Non, j'ai pas de DAF. Écoute, j'avais essayé un petit peu, j'avais trouvé ça quand même assez cher par rapport à ce que c'était. Après, en vrai, moi, j'ai fait des études de commerce. Oui, c'est ça, Bon, j'ai fait un stage en finance, mais bon, en gros, moi, j'aime bien quand même les maths, etc. à la base. Donc, pour moi, le côté finance, c'est assez facile. En vrai, je sais pas, j'ai pas des méga dashboards. J'ai Penny Lane. Je sais quelle facture arrive quand, ce que j'ai en retard, ce que les clients me doivent. Tu gères je fais mes BP, quoi. Donc, j'ai pas... je fais un petit peu sur mes Excel à côté, mais du coup, j'ai pas une gestion hyper... stricte, rigoriste et ni très complexe. Du coup, c'est ça, quoi. Je fais un peu avec les logiciels et un peu à la mano. Ça se passe bien comme ça. Ok, ouais, trop bien. Et du coup, sur toute la partie stock, comment vous gérez vos stocks? Est-ce que vous planifiez, enfin, je sais pas, déjà, vous avez des délais de livraison qui sont longs ou pas? Enfin, de fabrication plutôt? Enfin, comment vous gérez tout ça? Bah écoute, les stocks, donc c'est la responsable logistique pour le coup qui le gère très très bien, donc j'ai moins un œil dessus que sur d'autres choses. Mais gestion des stocks, on fait des prêves, tout ce qui est aussi genre preuve objectif qu'on va donner au commercial, c'est aussi un peu ce qu'on donne à la logistique. Donc c'est pour ça qu'il faut atteindre les objectifs. Sinon, c'est vrai que tu disais qu'est-ce qui se passe, c'est que sinon on peut se retrouver dormant, quoi. On peut se retrouver dans des situations un peu délicates, comme ça a été le cas. Du coup, en fait, on fait des prêves et ensuite on va aller faire les appros, commander, etc. Et après, les stocks sont gérés sur un ERP qu'on a qui s'appelle Katana. Qu'on aime bien changer parce qu'il est un peu cher. Et par exemple, aller sur Odoo, qui sont des choses de gestion qui va être linké à Shopify, etc. Et sur les délais de prod, écoute, ça va dépendre, c'est assez variable, ça dépend un petit peu de si parfois en fait les laboratoires vont avoir en stock les matières premières, parfois non, etc. Donc ça dépend un petit peu. Mais nous, on n'a pas des énormes délais, c'est 2-3 mois généralement sur de la prod. Mais par contre, ce qui va être long parfois, c'est les appros de pack. Ah, de packaging, tu veux dire? Packaging, Parce qu'en fait, les packaging, en gros, aujourd'hui, la plupart sont fabriqués en Asie. On a très peu en France et en Europe. Tu vas avoir un peu des pots en verre qu'on a. Par exemple, les pots de Nogel sont fabriqués en France. Mais il y en a quand même pas mal qui viennent d'Asie. Et du coup, ça, tu peux avoir genre 6 mois de délai. Ah, de délai, ok. Mais du coup, ce que tu fais, c'est que tu en achètes plus en même temps, etc. Donc voilà, donc ça varie entre... ça peut aller en 1 ou 2 mois pour si on a tout de prêt, quoi. Et jusqu'à 6 mois s'il faut aller racheter les packs, etc. Ok, ouais. Et ça, du coup, vous, c'est quoi un peu votre politique par rapport à ça? C'est d'avoir c'est du coup de toujours avoir beaucoup de jamais tomber en rupture ou vous acceptez la rupture? Enfin, c'est quoi un peu...
Bah, en gros, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas tomber en rupture sur les produits catégorie A. Ça veut dire, je sais plus, mais c'est les produits qui rapportent 80% du chiffre d'affaires. Et sur les petits produits, du coup, qui rapportent moins, oui, effectivement, il n'y a pas forcément de problème de rupture. Mais là, c'est vrai qu'on est en train surtout d'essayer de diminuer un peu la gamme. En fait, on est arrivé sur le marché avec une idée, on va faire des paillettes de toutes les couleurs, de toutes les formes, on va être les reines de la paillette. Et c'est trop chouette, et c'est aussi ce qui a fait notre notoriété et notre succès pour un temps, on va dire. Mais voilà, on avait genre 100-150 références de paillettes. Bon, voilà, aujourd'hui, on essaie de les réduire pour en avoir genre une trentaine. Ça suffit amplement. En vrai, la plupart des personnes sont très satisfaites avec... Enfin, de toute façon, en gros, il y a 20 couleurs qui vont faire 80% du chiffre d'affaires. Oui, donc, donc voilà. en fait, Et pareil, sur les autres produits, là, on a lancé quand même pas mal de produits ces dernières années. Bon, je te disais un peu entre 1, 2, 3, et à chaque fois en 3 teintes. Et du coup, là, on essaie un petit peu de voir ceux qui rapportent le plus, ceux qui fonctionnent bien. Donc là, la politique, ça va peut-être être effectivement d'essayer de mettre un peu des produits de côté de la gamme pour se concentrer sur l'essentiel, parce qu'effectivement, les stocks, ça coûte quand même cher. Et on a un peu de stock dormant sur certains produits où parfois, tu as une hype et ça redescend et tu te retrouves avec pas mal d'unités. Quoi. Donc, Ok. Et actuellement, du coup, sur la partie B2B et e-commerce, c'est quoi un peu le ratio? Vous êtes sur du 50-50? Ouais, on fait 50% e-commerce, 50% en revendeur B2B. Et principalement. Ok. Du coup, pour toute la partie B2B, comment ça se passe? C'est vous qui avez, vous passez par des, comme tu disais, tu utilisais Nocibé par exemple, c'est des centrales du coup qui achètent. Vous vendez aussi à des magasins indépendants? On a un peu de tout. En fait, on travaille avec des chaînes, Nocibé, Monoprix, Le Petit Souk, qui vont être, ça dépend, entre 50 et 100 magasins un peu pour chacun. On va livrer plutôt en centrale, on va dire, pour ceux-là, et plutôt travailler avec une personne en charge des achats. Donc, c'est un peu simplifié comme organisation, même si après, souvent, il faut aller sur le terrain pour aller faire de l'animation, vérifier que tout est bien en place, parce que du coup, c'est quand même assez décentralisé sur le terrain. Et après, on va travailler aussi beaucoup avec des concept stores, des boutiques indépendantes. Donc ça, en tout, on a à peu près 3000 points de vente. Du coup, ça, des concept stores, on doit en avoir un peu plus de 1000. Donc, et du coup, ça, on a des commerciales qui s'en occupent, qui s'occupent des commandes, vérifier que tout va bien, essayer de former un petit peu sur des nouveaux produits. Ils passent aussi quand même beaucoup directement sur notre site en ligne et sur Encore Store. Et faire. Donc ça simplifie aussi la gestion. Et voilà, on travaille aussi avec des pharmacies. Et pour les pharmacies, on travaille avec des agents commerciaux qui prennent une commission en gros sur les ventes. Les ventes, ok. Donc c'est aussi un autre modèle, mais qui est pas mal, parce que du coup, ça nous permet de déléguer aussi à des personnes de qui c'est le métier, parce que les pharmacies, c'est quand même un monde assez complexe. Et bon. En tout cas, nous, on a fait le choix de passer par des agents qui s'y connaissent bien plutôt que le faire nous-mêmes. Quoi. Ok, super intéressant. Du coup, on va reprendre un peu t'en as déjà un peu parlé de certaines choses, de certaines phases que vous avez rencontrées. C'est quoi un peu les différentes étapes que vous avez vécues du coup depuis la création? À partir de quel moment vous avez commencé à embaucher? Enfin, c'est quoi un peu les différentes étapes? Écoute, on a lancé en 2019 au tout début, et en fait, quelques mois après le lancement, il y a eu le Covid, donc en mars 2020. Donc, on va dire les 2-3 premières années de 2019 à 2022, c'était quand même encore assez... on va dire de 2020-2021, c'était assez calme. On a fait une campagne de crowdfunding, on a ouvert une boutique, donc il se passait quand même des choses, mais on n'avait pas encore... on n'avait pas encore passé à une étape supérieure. On a commencé à recruter des alternantes, je pense, en 2021. Et le premier CDI, ça a dû être en 2022. Et voilà, mais après, on a quand même eu une croissance assez forte, parce qu'en 2020, on a fait 40 000 € de chiffre d'affaires. 2021, on a fait 220 000. 2022, on a fait 1,2 million déjà. Donc entre 2021 et 2022, c'est vrai qu'il y a eu une grosse accélération. On a fait du x5,5, x6. Donc ça a été un peu... et ça, vous l'expliquez comment? Plusieurs choses. Déjà, il y a eu la fin du Covid, en fait. En gros, en 2022, en fait, les boîtes de nuit, par exemple... Alors nous, quand même, à la base, on vend beaucoup en festival, en boîte de nuit. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'elles ont été fermées vraiment entre 2020 et 2022, pendant 2 ans. Donc, il y a eu la réouverture de tout. Donc, en fait, là, il y a eu une explosion de personnes qui avaient envie de se lâcher, faire la fête, etc. Et je pense qu'aussi, toute la communication, tout ce qu'on avait fait avant, ça a enfin marché à ce moment-là. Parce qu'en fait, peut-être qu'on faisait des choses chouettes en communication, sauf que les gens se disaient, je vais acheter des paillettes, mais pour faire quoi? Pas trop envie. Dans mon salon. Ça, tu vois, mais bon, c'est pas très fun, quoi.
Donc voilà, donc il y a eu ça. Et donc ça a commencé à super bien fonctionner. On a aussi commencé à faire des ads en 2022. Ah, ok. On n'avait jamais fait très peu fait de Facebook ads à Ouais. l'époque et Instagram ads, Meta ads quoi. Et du coup, on les a lancés aussi et du coup, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires. Mais tu vois, comme je te disais tout à l'heure, rentabilité était pas. Ah oui, non, je te disais pas, mais cette année, la rentabilité n'est pas terrible, tu vois. Ouais. Mais parce qu'en fait, on avait bombardé d'ads sans trop regarder la rentabilité, mais c'était un peu le début, on savait pas trop. On était en mode, ah, super, ça se vend, ça se vend. Et on était avec une agence qui nous avait pas énormément Éduqué là-dessus. éduqué là-dessus, qui n'avait pas bien vérifié avec nous. Donc grosse croissance, mais pas très bon résultat. Mais en tout cas, ouais, c'était chouette. Puis beaucoup de ruptures et tout, donc ça a été assez compliqué. Ok, ouais. Après, on a vraiment... ouais. Et du coup, c'est quoi, justement, quand tu grossis aussi vite, c'est quoi chez vous qui, à un moment, tu t'es dit, c'est ça qui a lâché? C'était les ruptures? Ouais, on a eu une méga rupture de stock. Je me souviens, c'était en juin. En fait, on avait lancé des ads. J'étais avec une agence. Je leur avais dit, continuez tant qu'il faut, mais je regardais pas trop. Et en fait, on est passé de début d'année à 10 000 € de chiffre d'affaires par mois sur le site. Et en fait, en mai-juin, on a fait plus de 100 000 € sur le site. Donc, ça a fait du x10. 100 000 par mois, quoi. Ouais, 100 000, de 10 000 à 100 000, c'est tu vois, genre en 2-3 mois, tu vois. Et on n'avait pas du tout les stocks. Et je me souviens, j'étais partie faire des vacances à vélo en juillet. Je me souviens qu'il m'a appelé parce qu'en fait, on n'avait plus de rupture. Il me disait, on peut continuer les ads, on arrête les ads. Moi, j'étais, oh la mince, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans quoi je me suis mise? Et ouais, du coup, on avait eu de fin juillet à début août un peu l'entreprise à l'arrêt, plus de stock, plus rien, on n'avait plus de paillettes. Okay. Et je me souviens, après, on a reçu les paillettes, on a pu renvoyer. Et c'était quoi du coup? C'était surtout le packaging du coup, vu que ça venait d'Asie, qui met beaucoup de temps, ou c'était... Je crois qu'il manquait tout à l'époque. Hein. Ah ouais, ok. Ouais. On n'avait même plus de pochons, de choses, rien. Enfin, non, c'était vraiment la galère, quoi. Okay, ouais. Non, il manquait tout, je crois, on n'avait plus rien. Donc voilà, donc c'était cool, mais du coup, en fait, c'était compliqué. Et du coup, après, tu viens les mécontentements des clients, parce que je crois qu'on avait vendu des choses qu'on n'avait pas. Enfin, en fait, on avait fait un peu... Bon, c'était un peu le début, tu vois, il y avait pas mal de choses. Ouais, je me souviens, il y avait les ads, une vente shoes, et notre client, le petit souk, avec qui on commençait à travailler, qui avait quand même 40 boutiques, et qui prenait des tonnes de paillettes pour toutes ces boutiques. Donc, ça faisait énormément. On faisait tout à la main. En plus, on n'avait pas de logisticien à l'époque. Ah oui, c'est vous qui envoyez encore. Ouais, on envoyait. Je me souviens, avec ma soeur, on faisait des nocturnes. On envoyait les shoes. Parce que pareil, les shoes, on avait fait je sais pas. Je sais plus combien c'était à l'époque, mais 1000 ou 2000 commandes en 2-3 semaines, tu vois. Donc voilà, tout à la main. Bref, voilà. Donc c'était cool 2022, mais c'était chaud quand même. Psychologiquement, voilà. Et donc c'est après ça qu'on a recruté. Parce que ouais, c'était un peu... Vous avez commencé par recruter où, du coup? C'était quoi le... alors écoute, ouais, 2022, du coup... c'était peut-être la logistique, non? Vous avez externalisé, logistique, oui. Du coup, on a pris des personnes en logistique, effectivement. On a pris aussi responsable marketing, graphiste... Et je me souviens plus trop, mais aussi community management. Enfin, on a commencé un peu à étoffer l'équipe, un peu comment ça se rapproche aujourd'hui, quoi. Ça, on a commencé à faire un peu les prémices. Voilà, il y avait des choses aussi. On avait quelqu'un aussi au service client. Au final, tu vois, en CDI, mais au final, maintenant, on a plus cette personne. Et maintenant, on fait avec du freelance parce que c'était pas forcément aussi nécessaire qu'on pensait. Mais à l'époque, vu qu'on avait des messages tout le temps, c'était service client. Et voilà. Du coup, 2022, c'est là où vous êtes vraiment structuré, vous avez recruté les premières personnes. Ouais, c'était le début. Et après 2023, on a encore fait un gros bond parce que du coup, puis c'est l'année où on est passé, donc il va être mon associé. Donc on est passé de 1,2 million à quasi 3 millions de chiffre d'affaires. Donc là, ça fait encore un gros boom. Un peu moins pire que 2022 parce que du coup, on avait Vous aviez anticipé Ouais, un peu plus. Non, si, ça va, on avait quand même anticipé. Donc ça va 2023, moins de ruptures, moins de problèmes, en tout cas d'appro et tout. Donc ça va, on s'était un peu plus structuré. Mais après, ouais, sur l'équipe, c'était encore un peu vivotant. Notamment, c'est vrai qu'il nous manquait vachement une responsable commerciale qui arrivait en octobre 2023 et qui a vraiment permis un peu plus de structurer le pôle, qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même moins dans cette euphorie de demandes entrantes, de dizaines de colis à faire tout le temps. Maintenant, c'est un peu plus structuré. On a un logisticien, chacune un peu à sa place. C'est moins éreintant. Ok, ouais. Et 2023, du coup, c'était comment qui va être mon associé? C'était violent? C'était le fait que, j'imagine, il y a eu beaucoup de commandes. Enfin, mais ça va, écoute, on était vraiment très, très bien préparés, en vrai. Pour le coup, ouais, je pense que 2022, on a un peu souffert. Mais ouais, pour qui va être mon associé, quand même, on avait vraiment bien préparé le truc. On avait appelé un peu toutes les personnes qui l'avaient fait. On leur avait demandé un peu à quoi s'attendre comme commande, etc. Et ouais, non, en fait, on avait bien préparé le stock, etc. Et en fait, on a été limite un peu déçus. Mais c'est aussi parce que tu vois, entre ce que les gens racontent sur LinkedIn
et la réalité, il y a quand même un petit gap. Ouais. Tu vois, même déjà, nous, c'était un des investisseurs qui nous avait dit ah oui, mais de toute façon, il faut un peu mentir sur LinkedIn, enjoliver les trucs, tout le monde fait ça, faites ça et tout, tu vois. Je l'avais pas vraiment fait, mais on avait un peu mis à notre sauce, mais j'étais en mode, ah bon, d'accord. Mais en fait, au final, ce qui se passe, c'est que qui va être mon associé, alors ça dépend, mais nous, le soir même, je sais plus, on a eu 400-500 commandes, donc c'est pas mal, mais tu vois, comme je te dis, j'ai déjà vécu aussi des choses très très fortes à d'autres moments. Après, surtout, ce qui va faire, c'est un peu plus le long terme. Après, on a eu genre une centaine de messages entrants de boutiques qui voulaient bosser avec nous. Donc après, si tu prends ces chiffres-là, ça fait aussi quand même pas mal de CA. Il y a Monoprix qui nous appelle quelques semaines après en mode on veut vous référencer. Et puis après, ça continue un peu dans le temps avec des choses comme ça. Tu as de la presse qui veut te parler, etc. Donc moi, tu vois, je dirais pas que c'était complètement genre la folie, mais parce que moi, je l'avais déjà vécu avant sur un peu de moi-même avec mes ads, la communication. Là où je pense que ça peut vraiment faire la diff pour une boîte qui n'a vraiment aucun client. Tu vois, genre, du jour au lendemain. Mais nous, tu vois, on faisait déjà 1 million de chiffre d'affaires, donc c'est pas non plus... Enfin, c'était pas rien non plus, on était déjà un petit peu connus, on avait déjà quand même fait pas mal de choses, quoi. Ok. Et vous aviez une équipe aussi pour faire face et tout. Enfin, j'imagine, alors que quand vous avez vécu ça en 2022, c'était tellement différent, quoi. Ah oui, non, 2022, on s'y attendait pas, quoi. Genre. Non, je sais pas, il y a encore quelques mois avant, limite, nos parents étaient en mode, bon, elles sont sympas avec leurs paillettes. Mon père, il regardait mes BP, il me disait, ouais, mais bon, là, pour te payer, il faudrait que tu arrives au moins à faire 30 ou 40 000 euros par mois. Mon père est entrepreneur, et du coup, il disait, ouais, ça va être chaud, tu vois. Et du coup, après... personne n'y croyait trop, même moi, j'étais en mode, ok. Mes premiers BP, c'était en mode, on va faire 200 000 euros par an dans 5 ans, tu vois. Ah, ok, ouais. Et vous étiez un peu en mode, si dans 6 mois ça marche pas, on arrête, ou c'était quoi un peu Non. Bah, en fait, le truc, c'est que ça a pas... En fait, nous, ça a un peu marché direct, en fait, quand même. Tu vois, alors, pas énormément, mais c'était le Covid, etc. Donc, on a toujours fait un peu de chiffre d'affaires. Ça a toujours augmenté. Et en fait, on n'a pas eu trop le temps de se dire, j'arrête, que ça marchait déjà. Parce que, tu vois, je te dis, en 2020... sur un exercice on a fait les statuts sur un exercice de 6 mois, on avait fait 40 000 euros. Mais bon, en vrai, voilà, c'était le Covid. Moi, je travaillais un peu à côté, ma sœur aussi. Et en fait, déjà en 2021, on avait fait 220 000. Donc, c'était quand même pas mal, tu vois. Et l'année d'après, 1,2 million. Donc là, il n'y a plus de question à se poser. C'était bon, tu vois, genre sur les... Donc non, en fait, ça a marché assez vite pour qu'on se pose pas la question. Ok, ouais. Donc après, il y a qui veut être mon associé. Du coup, c'est quoi après c'était comment l'après qui veut être mon associé? Là, vous avez commencé à... sur la croissance, vous vous êtes dit on continue dans cette dynamique-là, ou c'était... En fait, je sais pas, mais du coup, bon, c'était très chouette le passage. Après, effectivement, ça avait fait un gros engouement, gros pic de CA. Et c'est vrai que, tu vois, typiquement, pendant sur les BP, etc., c'est vrai que moi, je pensais que la croissance allait continuer, tu vois, de monter, etc. Et en fait, c'est vrai qu'il y a quand même un peu un effet déceptif. Je pense qu'en vrai, je vais pas parler à tout le monde, mais il y en a pas mal à qui ça doit arriver. Mais en gros, tu as un gros pic le passage de l'année. Et en fait, l'année d'après, en fait, nous, ça a descendu. Pas de beaucoup, mais un petit peu. Et en fait, c'est parce que tu as un gros pic et après, on va dire, ta croissance et ta boîte, elle reprend un rythme un peu normal. Et en fait, tu peux pas te dire, c'est bon, je suis passée une fois, ça y est, c'est fini, j'ai gagné. C'est bon, j'ai le succès. Moi, j'avais un peu cette impression-là à un moment, genre, ah, c'est bon. J'ai réussi. C'est coché, mais non. Comme si tu passais un examen. Et en fait, c'est pas du tout ça. En fait, il faut toujours continuer à se battre. En fait, c'est juste ta tête, tu as une notoriété en plus que les autres ont pas, ou que tes concurrents ont pas, etc. Mais en fait, il faut continuer vraiment de travailler. C'est vrai que nous... Moi, j'ai un peu le sentiment parfois qu'on s'est un peu endormi. Mais après, moi, c'est vrai qu'au final, je me rends compte que moi, j'ai lancé cette boîte, j'avais jamais travaillé avant, je sortais d'études. J'ai jamais été hyper intéressée par l'entrepreneuriat avant de lancer. Justement, j'aimais pas trop ça parce que avec ma sœur, on a quand même quelque chose aussi un peu... c'est un peu bizarre à dire, mais peut-être un peu anticapitaliste et pas forcément non plus vraiment dans la consommation, etc. Donc, moi, j'ai jamais été... je voulais plutôt faire de la recherche ou de l'associatif. Je voulais jamais vraiment aller créer quelque chose dont les gens n'avaient pas besoin. Mais en fait, au final, on s'est retrouvé avec ce projet en mode personne ne fait de paillettes écologiques. Donc, c'était vraiment un besoin qui était là. Mais voilà, par rapport à d'autres amis d'école de commerce, je peux aller chercher quelque chose vraiment que je voulais entreprendre, etc. Et du coup, je me suis complètement perdue. Je sais plus de quoi je parlais à la base. On parlait sur la croissance qui a augmenté. Ouais, voilà, ça. Oui, non, voilà. Et du coup, je pense qu'on s'est un peu endormi. Notamment voilà, parce qu'on manquait un peu d'expérience. En gros, en fait, on s'est se montrait comment vous étiez endormi. Enfin, je sais pas concrètement, c'était quoi? C'est endormi, c'est plus tu disais bon, c'est acquis, je peux passer moins de temps sur la boîte. Complètement. Du coup, moi, je me suis quand même un peu désengagée à un moment, mon associé aussi, en ayant recruté, comme je te disais. En fait, on avait structuré, on avait pris un peu des responsables de pôle surtout.
Et on s'est un peu dit, bon, ben, on fait un peu de la stratégie et c'est bon. Tu Ouais, vois, ouais. et en vrai, voilà, et j'ai pris plus de temps pour moi. Oui, ouais, Donc, je suis très contente. Après, c'est des phases de vie aussi où à un moment, Ouais, tu as ouais. tellement donné où tu as besoin de ça aussi. Enfin, ouais. Ouais, complet, tu vois. Et ça, et après, bah, c'est aussi qu'on s'est pas rendu, alors, endormi aussi parce qu'on s'est pas rendu compte de l'importance de l'innovation. Ok. En fait, tu peux pas juste vendre un produit et c'est top, le produit marche, il marchera pour toujours. Peut-être qu'il y a des boîtes qui ça marche, mais en fait, ce qui va quand même générer un peu de la croissance, c'est la nouveauté. Ouais. Comme ça, Surtout, tu augmentes ta LTV, quoi. ouais. Donc c'est un peu l'idée, c'est qu'en gros, Ouais. les clients, ils venaient une fois et ils rachetaient des paillettes et après, ils Mm. revenaient plus, quoi. Mm. Ou ils revenaient Complètement. 3 ans après parce que Bah, en fait, c'est ça, c'est que les leur... paillettes, si tu veux, quand on achète une fois, tu n'en as plus besoin après Ouais, parce que en gros, avec un pot, tu fais 20 maquillages. ouais. On vend beaucoup les kits de 6 pots. Même si tu fais 2-3 soirées par an, maintenant les gens utilisent aussi au mariage, etc., bah, tu n'utilises pas tout, quoi. Ouais. Sauf si tu le renverses. Mais bon, c'est pas non plus ce qu'on souhaite, c'est pas l'idée. Mais du coup, en fait, voilà. Et puis, du coup, il y a ce truc de. Les gens vont pas forcément racheter parce qu'effectivement, c'est pas de la nourriture, c'est pas apparemment un consommable hyper qui se rachète beaucoup. Mais c'est un peu global dans le maquillage, en fait. Au final, c'est rare de finir une ombre à paupières, c'est rare de finir un liner, etc. Bon, ça pose un peu des questions écologiques, parce que nous aussi, on a fait ça avec des valeurs aussi, bah, du coup, d'éco-responsabilité qui sont vraies et qui sont pas juste un peu de greenwashing, etc. Donc ça pose question. Mais voilà, et puis après, il y a le truc, c'est que les paillettes, c'est cool, mais c'est quand même niche. Donc tout le monde peut pas en mettre. Et Ouais. puis si on parle de réutiliser, l'utiliser plusieurs fois, bah pareil, on n'en met pas tous les jours. Et du coup, là, on essaie vraiment plus d'aller dans le maquillage plus global pour toucher plus de monde et aussi apporter du coup des innovations, parce que sur le marché du maquillage aujourd'hui, tu vas avoir assez peu de maquillage, je sais pas comment, naturel, éco-responsable, et qui est aussi brillant et coloré. Tu vas avoir des belles marques comme Avril qui vont avoir une belle gamme de maquillage ou autre, mais qui vont avoir des trucs qui sont quand même pas forcément méga fun ou qui vont pas avoir beaucoup de qui sont couleurs. très classiques. Ouais, plus, ouais. Ok. Même s'ils ont souvent un ou deux items pailletés. Et du coup, nous, vraiment, l'idée, c'est de faire une espèce d'écologie joyeuse où tu peux mettre grave de couleurs, grave de paillettes et vraiment briller, tout en ayant un impact éco-responsable moindre, on va dire, avec des produits qui sont fabriqués en France ou en Europe, des ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, c'est un peu le truc. Ok. Voilà. Donc en gros, ça veut dire que en 2023, c'est encore c'est là où vous, comme tu disais un peu, vous endormez, c'est ça, enfin, Non, ouais, mais après c'est ouais, on s'endort, mais oui. enfin non, Ouais. mais C'est plutôt 2023-2024. du coup c'est une stabilisation du chiffre d'affaires, c'est pas de croissance ou c'est... Ouais, c'est ça. Bah, du coup, 2023, en fait, on fait un peu de décroissance et stagnation, décroissance quoi, depuis 2023, on va dire. Même si là, du coup, voilà, on essaye de trouver des moyens justement d'aller retrouver de la croissance avec, comme je disais, l'innovation, nouveaux produits, des nouvelles stratégies aussi. On essaie aussi de travailler l'export pour aller chercher d'autres clients à l'international. Mais oui, voilà, donc je sais plus quand on s'est endormi, mais en 2023, on travaillait beaucoup, mais genre, je veux dire 2024, peut-être que ça a été un peu une période où on a eu un peu de mal du coup à se réinventer, voilà, aussi pour des raisons personnelles d'ailleurs, qui était une année assez dense. Et 2025, on a quand même repris pas mal les rênes, du coup, avec l'arrivée d'une chef de marque qui a vraiment mis une nouvelle impulsion, qui va donner ses fruits maintenant, parce que le développement produit, c'est long. Tu me poses la question des appros, mais le dev produit, c'est 1 à 2 ans minimum. Donc en fait, typiquement, voilà, quand elle est arrivée il y a 1 an, et le premier produit sur lequel on a travaillé, il sort dans 2-3 semaines, quoi. Mais 1 an plus tard, tu vois. Donc ça met du temps, tu vois. Donc même si on s'est réveillé, on a... Ouais, c'est ça, le temps. On a un peu de retard, quoi. Ok. Et du coup, là, l'idée, c'est que du coup, si on reprend un peu, si on fait un peu un flashback, c'est en gros, vous avez eu cette croissance, vous avez plus de croissance. Du coup, là, vous avez dit, bah, il faut qu'on... Enfin, comment ça s'est passé déjà? Vous avez analysé vos chiffres. Enfin, je sais pas comment dire pour arriver à cette conclusion qu'il faut développer d'autres produits, ou ça se fait naturellement. Enfin... Si, on a bien analysé. Après, effectivement, on commençait à voir que du coup, les chiffres d'affaires stagnaient et qu'on avait du mal à leur donner de l'impulsion, sauf quand on sortait des nouveaux produits. Donc ça, on le voyait quand même très bien, sauf que du coup, on n'en sortait pas assez, ou alors... c'est tout ça. Par exemple, en 2025, on n'avait pas eu de sortie produit impactante, et c'est notre pire chiffre d'affaires, pas depuis qu'on s'est créé, mais c'est un peu depuis 2023, c'est notre pire chiffre d'affaires, mais c'est aussi lié au fait que il n'y a pas eu de sortie produit assez impactante.
comparé à l'année d'avant où il y en avait eu 2 assez belles sorties produits quand Quand même. tu dis impactante, c'est carrément des nouveaux produits. Ouais, des c'est nouveaux ça. produits, tu vois. C'est pas juste changer de coloris. Ouais, ouais, typiquement, en fait, en 2024, on a sorti des produits qui sont des highlighters, Mm. qui ont une belle sortie produit. En fait, ouais, ça va vraiment drainer le chiffre d'affaires de ouf quand on sort une nouveauté, même si les gens vont acheter d'autres choses. Oui, En c'est fait, ça ça, va ouais. juste réactiver, enfin faire parler de la marque, etc. Et ouais, typiquement, en fait, on a sorti juste une nouvelle teinte d'highlighter en juin. Et ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. Mais ça, on apprend aussi, c'est qu'en fait, un nouveau produit qui est aimé par la communauté, bien sûr, Mm. parce que pas n'importe quel produit, ça va vraiment drainer les ventes et voilà, permettre d'avoir des nouveaux clients, Ouais. d'intéresser des personnes. Par contre, effectivement, si tu as un nouveau coloris, et en plus, c'était pas le meilleur coloris, tu Ok. vois, du coup, vraiment, ça a pas du tout drainé. Ouais. Donc voilà, puis après, on teste un peu, tu vois, on a sorti aussi des pochoirs qu'elle est avec les paillettes pour faire des petites formes. Donc ça, c'est très populaire en événement avec les enfants. On en a sorti une dizaine. Au début, ça se vendait. Vraiment, on écoulait tout. On est toujours en train d'en refaire, etc. C'est toujours un peu ça, les nouveaux Ouais. produits. Au début, on vend tout. On est en rupture de stock. Et après, on sort un peu d'autres coloris. Puis à un moment, on voit que l'engouement se calme un peu. Et là, il faut changer un peu de produit, quoi. Ok, ouais. Un peu toujours la même chose, quoi. Donc, qu'on remarque. Mais du coup, ouais, non, on l'a vu par analyse. Et après, maintenant que je parle un peu plus avec d'autres chefs d'entreprise, vraiment dans le B2C et dans la cosmétique, il y a quand même cette logique. Ouais, de nouveaux produits, quoi. Bah ouais, quand t'as pas beaucoup de réachats, t'as pas trop de choix que de faire du nouveau produit, quoi. Et du coup, comment vous identifiez les nouveaux produits à créer? Vous faites appel à la communauté? C'est vous qui avez une idée très définie de ce que vous voulez? Enfin, c'est un mix de tout, ouais. je pense. Alors, t'as quand même beaucoup de veille aussi de ce qui se fait. Des tendances Ouais. De ce qui se fait, des tendances. Pas mal de veille, effectivement. Alors, souvent, en plus, il y a quand même pas mal de... Ouais, il y a pas mal de produits qui existent déjà sur le marché. Et nous, ce qu'on essaye de faire souvent, c'est que on essaye de les faire, mais de façon un peu plus écologique et avec notre pâte, etc. Parce que notamment, des produits pailletés et colorés, t'en as beaucoup, beaucoup. Mais souvent, ils sont faits avec des ingrédients controversés, pas du tout naturels. Et ils sont faits grave loin, genre dans les pays d'Asie ou autres, ce qui fait qu'ils ont un impact carbone assez fort avant de venir en France. Donc voilà, donc il y a de la veille beaucoup. Il y a la communauté à qui on parle assez souvent, qui nous dit un petit peu ses recos. On fait des petits quiz, des petits questionnaires, etc. Donc ça, il y a quand même pas mal ça. Les insights des revendeurs aussi. Ok. Tu vois, ou des conseillères beauté Monoprix, genre de choses aussi. C'est assez intéressant. Et après, bien évidemment, aussi un peu notre appétence, nos idées aussi à nous. Donc c'est un peu ça aussi le truc, c'est qu'on a beau faire de la veille, si on n'aime pas quelque chose, on n'a pas envie de le faire. Et si on aime bien quelque chose, parfois, voilà, on pousse un peu pour ça. Okay, ouais. Donc voilà, c'est un peu un mix. Ok, ouais, hyper intéressant. Et du coup, vous avez, il me semble quand on préparait l'épisode, tu me disais, vous avez continué dans votre idée de croissance, et là du coup vous avez vous avez continué à staffer du monde, et du coup vous avez dû un moment vous séparer des personnes parce que vous n'avez pas atteint votre chiffre. Enfin, comment, oui. Ouais, complètement. Bah écoute, ouais, de toute façon, entre 2023 et maintenant, on était toujours un peu en train de tester quel poste on met les personnes, etc. Et oui, c'est vrai qu'on avait recruté pas mal, notamment entre 2023 et 2024, en pensant effectivement que la croissance allait être infinie et continuer. Et ouais, du coup, on a dû se séparer d'une partie de l'équipe à un moment. Moment pas facile du tout, mais bon, mieux pour l'entreprise aussi. C'est vrai que on nous l'avait quand même dit, parce qu'on rencontre souvent des potentiels investisseurs ou des personnes ou autres. C'est vrai que tout le monde nous disait vous êtes quand même très nombreuses pour votre chiffre d'affaires. Donc voilà, ça, on avait un peu fait cette erreur dès le début où en fait on avait trop staffé alors qu'on aurait dû être un peu plus précautionneuse et moins staffé pour pour garder un peu plus de marge, etc. Parce qu'effectivement, une fois que le chiffre d'affaires baisse, si tu as beaucoup de charges salariales, ça devient compliqué à gérer, quoi. Parce qu'à part ça, on n'a pas trop de coûts fixes en vrai. Mais... ok. Et si, a posteriori, c'est quoi maintenant? Vous dites on recrute seulement si on est vraiment sous l'eau, ou c'est... Enfin, je sais pas, est-ce que c'est... Maintenant, vous êtes, je sais pas, vous avez une nouvelle, je sais pas, un nouveau process de recrutement où vous dites, bah là, maintenant, on va recruter ou pas, enfin, pour pas refaire en fait cette erreur-là ou... De toute façon, là, pour l'instant, on va attendre de faire un peu plus de chiffres pour recruter. Après, oui, ça dépend un peu, mais c'est juste qu'on voit ce qui a fonctionné, moins bon fonctionné dans l'équipe. Parce que voilà, si on en est là aussi, il y a pas mal de choses, effectivement, de problèmes d'innovation ou autres, mais après, peut-être aussi des problèmes d'organisation dans l'équipe où il y a des choses qui ont moins bien fonctionné, ce qu'on voulait. Du coup,
je sais pas, là, on n'a pas encore de nouvelles politiques, mais c'est vrai que on a manqué un peu peut-être d'expertise dans certains domaines. Tu vois, genre, il y a des choses qu'on n'arrive toujours pas trop à faire. Tu vois, genre, on parlait un peu d'international. Pour l'instant, on n'a toujours pas vraiment réussi à percer un petit peu le dossier. Et j'ai le sentiment que c'est plutôt avec quelqu'un d'expert qu'on y arriverait et pas forcément quelqu'un de. Parce que nous, on était beaucoup de juniors. Tu vois, on était maximum d'âge, c'était 35-36 ans dans l'entreprise. Donc, c'est des personnes qui commencent à avoir un petit peu de bagage, mais pas non plus toujours assez. Donc, tu vois, il y a cette idée d'export où là, je me dis, en fait, peut-être qu'il faudrait quelqu'un de plus expert. Après aussi sur les réseaux sociaux, pareil, tu vois, on a toujours eu du mal à percer sur TikTok. Donc, on se dit peut-être, si on prend quelqu'un un jour, ce serait plutôt peut-être focalisé dessus pour vraiment que la personne comprenne bien et soit vraiment hyper à fond dessus et expert dessus. Parce que voilà, c'était un peu ça, c'était qu'au final, on avait beaucoup de super profils avec qui il y avait une très bonne entente et tout, mais un peu généraliste peut-être. Et du coup, il y avait quelque chose qui fonctionnait plus. Quoi. Ouais, parce que sur certains sujets, en fait, tu as besoin d'un expert parce que le temps que le généraliste il comprenne le sujet. Oui. Donc, tu as un peu ça. Et puis, c'est vrai que bon, tu as deux choses. Tu vois, soit un peu CDI, sinon tu peux prendre aussi un peu des freelances experts de temps en temps. Donc, c'est plutôt ce qu'on va faire là. Puis, même en termes d'économie, vu qu'effectivement, on est dans une période pas facile, c'est plus simple de se dire, vas-y, on prend une mission, on teste, ça marche pas. Là où c'est vrai que sur les CDI, etc., c'est trop bien, c'est des belles aventures, mais tu t'engages quand même. Et quand tu es une petite boîte avec une rentabilité et un chiffre d'affaires fluctuant. Ouais, c'est ça. Avec un contexte français du marché du travail où c'est plus compliqué de se séparer de quelqu'un. Oui, puis après, tant mieux pour eux aussi. Enfin, oui, non, mais exactement. C'est le système qui fait que. C'est ça. Mais c'est dur, c'est vrai que c'est dur. Mais voilà. Ok. Super. Écoute, je te propose de passer un peu sur les questions de la fin. Okay. C'est des rapides petites questions. Toi, comment est-ce que tu utilises l'IA dans ton quotidien ? Alors, moi, je n'utilise pas énormément, contrairement à mon associé qui est hyper doué et fan d'IA et d'automatisation, etc. Écoute, moi, j'utilise, je sais pas, j'ai dû refaire un peu mes CGV. Je donne des cours à la fac aussi. Du coup, je m'aide pour faire des plans. Il faut pas dire ça aux étudiants. Voilà. J'utilise pas énormément, moi, en fait, l'IA. Mais par contre, mon associée l'utilise énormément. Elle était vraiment, dès le début... très très vite, elle a fait beaucoup d'automatisation, elle a mis un peu tout, elle était un peu à la page, tout mis sur Notion, fait plein de choses, etc. Et elle, je sais qu'elle l'utilise vraiment beaucoup tous les jours pour le travail. Et du coup, vous, c'est quelque chose que vous essayez de pousser auprès de vos équipes, tu vois, avec l'IA et tout. Comment vous abordez ça ? Justement, on a fait, du coup, on fait un peu des points mensuels, on fait des petits ateliers qui sont sympas. On a fait un atelier IA et c'était marrant. Enfin, je sais pas si le mot est marrant, mais il y a vraiment des pros et des anti-IA. Du coup, il y a quand même des problématiques. L'IA, c'est quand même quelque chose qui pollue aussi pas mal. Donc, il y a cette problématique éthique, écologique, et puis qui appartient à des startups, pas forcément avec les mêmes valeurs, etc. Bon, après, ça... On est sur Facebook et Instagram. En tous les cas, c'est perdu pour perdu. Mais du coup, il y a vraiment dans l'équipe, il y a des pour et des anti. Après, voilà, le problème un peu, c'est que, encore une fois, en fait, on est une petite entreprise, on galère niveau rentabilité, on galère en chiffre d'affaires. Et en fait, on a un peu besoin quand même d'être efficace, etc. Donc, nous, on essaie quand même de l'utiliser. Moi, mon idée, c'est d'essayer de l'utiliser dans la mesure du raisonnable, pas faire à tous les coins, enfin... à toutes les occasions s'il n'y en a pas forcément besoin, tu vois. C'est vrai que pour écrire des mails, en vrai, je trouve que tu peux le faire à la main, etc. Après, pour faire des automatisations, faire un peu de code, ça, c'est chouette. C'est vrai que là, tu vois, on va pouvoir réussir à faire des codes de... je sais pas, on a un client qui nous envoie des 80 pages de factures, on devait tout faire à la main. Là, tu vois, on est en passe d'essayer d'automatiser avec Claude, tu vois. Et ça, le truc qui prenait 2 jours homme... c'est chouette. C'est clair. Après, voilà, ça pose des questions. Donc, je sais pas, on n'a pas encore de politique dessus. Je dirais que mon associé, elle est plus pro-IA. Moi, je suis plus réservée là-dessus, sur même l'énergie que ça consomme ou autre. Mais c'est vrai qu'après, ça permet de faire gagner grave de temps, quoi. Donc, Ok. C'est quoi la pire erreur de management que tu as faite ? J'ai l'impression que j'en ai fait tellement des erreurs de management. La première qui te vient, sinon. Je pense que c'est un peu des choses de communication et de ne pas mettre des points réguliers avec les personnes.
C'est vrai qu'en fait, en mettant un point régulier, ça permet en fait de désosser, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais de dénouer en fait les nœuds et de pouvoir offrir un espace où on peut en parler. Et c'est vrai que par fatigue un peu, tu vois, l'endormissement, il était sur plein de niveaux. C'était aussi, j'ai fait un peu un rejet de management à un moment. Je pense mon associé aussi un peu, où on était fatigué. Voilà, en fait, c'est vrai que ça fait 6 ans maintenant, et voilà, il y a eu des moments où effectivement on n'avait pas assez de dialogue ou autre, donc je pense que c'est surtout ça qui a pêché, ce qui a amené à des situations d'incompréhension, de problèmes de travail, et voilà. Ouais, ok. Est-ce que tu as un livre ou un contenu que tu conseillerais sur l'entrepreneuriat? Ouais. Écoute, non, je viens de lire l'intégralité des Rougon-Macquart de Zola, mais je pense que c'est très bien, mais je vois pas trop ce qu'on en tirerait. Enfin si, mais pas pour des leçons de vie, quoi. Des leçons de vie. Toi, qu'est-ce qui te permet de recharger tes batteries au quotidien? Moi, je fais de la boxe française. Okay. J'en fais à haut niveau. Ok. Et j'en fais tous les jours. Et du coup, tous les jours. Oui, et du coup, ça me permet vraiment de déconnecter. Ça me redonne énormément d'énergie. Et en fait, en gros, quand tu boxes, tu peux absolument pas réfléchir, parce que du coup, tu peux pas penser à autre chose, tu prends des coups, etc. Donc c'est vrai que ça me permet vraiment de m'évader un peu tout le temps. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait beaucoup tenir dans ma vie. Ok, ouais, super intéressant. Est-ce que tu as une boîte dont tu aimerais voir le fonctionnement de l'intérieur? Je dirais oui, mais il y en a plusieurs. En fait, j'aimerais bien je sais pas lesquelles. J'essaie un peu de réfléchir, mais ouais, je pense un peu les grosses boîtes. J'aimerais bien voir comment ça se passe dedans, même, tu vois, des startups type 2 de L'Oréal ou de grosses boîtes et tout. J'aimerais bien voir comment ça se passe dedans, avec pas mal d'outils ou autres. Surtout qu'en fait, moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai fait 2 stages desquels j'ai démissionné. Donc, je connais tout ce qu'on fait, on l'a inventé quoi, avec ma sœur. Donc, je pense que j'aimerais bien un peu voir comment ça se passe. Ok, ouais. Super intéressant. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité de la Payette, écoute, on est pas mal actifs sur Instagram, sur LinkedIn aussi. TikTok, pour l'instant, on n'a pas énormément de contenu, mais on va travailler dessus. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour ce moment. Merci d'avoir partagé, d'avoir ouvert le capot ici à Payette. À bientôt, ciao. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.